Bonjour et bienvenue dans ce cinquième cours d'organisation des entreprises, première partie, puisque aujourd'hui nous aurons deux parties. Nous allons d'abord parler, comme vous le voyez, des formes juridiques des entreprises et de voir un petit peu comment est-ce que on peut euh, contractualiser cet accord qu'on a de travailler ensemble. Alors, ce sera une brève introduction, hein, mais si vous voulez plus d'informations, vous pourrez toujours aller demander dans un guichet d'entreprise ou à votre notaire, hein, ils sont spécialisés là-dedans, ou éventuellement, si vous avez un peu plus de courage, aller consulter le code des sociétés et des associations. Donc, pour nous remettre un petit peu dans le contexte participatif dans lequel on était parti, on a pu voir jusqu'à présent que à travers le projet d'entreprise, on a beaucoup réfléchi à la participation, au développement d'une certaine subjectivité autour de ce que fait l'entreprise, hein, d'un objectif auquel on peut s'identifier. Et maintenant, on va passer aux deux autres manières de modéliser la participation. Avec cette partie, on va parler donc des formes juridiques et donc de la participation au profit, au résultat, à la propriété de l'entreprise. Et en deuxième partie, on va parler de la démarche qualité et finalement de la participation à la prise de décision et aux démarches d'amélioration continue de l'organisation. Voilà, alors, petite définition pour nous échauffer. Une entreprise, c'est toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations. Donc, on voit ici que on fait la différence entre une personne physique et une personne morale. Donc, la personne physique, c'est vous, moi, physiquement, et la personne morale, ce sera la, la personne virtuelle qui va être créée par le contrat d'entreprise. Bien, alors, petit point d'attention, cette définition, elle est issue du Code des sociétés et des associations, mais suivant le contexte dans lequel on parle d'entreprise, le contexte juridique dans lequel on parle d'entreprise, c'est-à-dire que d'une loi à l'autre, eh ben, la définition d'entreprise va être différente. Et donc, il va toujours falloir regarder ce qu'on entend par entreprise quand vous vous attaquez à un texte juridique. Donc voilà, nous on sait ce que c'est dans notre contexte et donc on va pouvoir décortiquer un petit peu ce code des sociétés, voir qu'on parle d'abord de dispositions générales et puis on va parler de société pour ensuite parler d'association et de fondation et terminer par des parties que je n'aborderai pas dans ce cours, la restructuration et la transformation des entreprises et les formes légales européennes. J'en toucherai un bref mot, mais sans plus. Donc voilà, l'objectif de ce cours n'est pas de faire de vous des juristes en termes d'entreprise, mais simplement d'avoir une première notion de quelles sont les différentes catégories d'entreprises et quelles implications ça pourrait avoir en termes de participation aux bénéfices et à la propriété. Bien. Donc l'entreprise, c'est bien un type de contrat entre des personnes, on a vu personnes physiques ou morales, donc les entreprises peuvent être parties au contrat d'autres entreprises. Donc un type de contrat entre des personnes qui la composent, et quand on dit ça, il y a certaines formes d'entreprise qui pourraient ne contenir qu'une seule personne, et c'est tout à fait OK. Bien, voici les trois types d'entreprises et donc on va différencier finalement le nom qu'on donne au contrat pour chacune de ces entreprises et le nom qu'on donne pour les personnes qui vont signer le contrat. Bien. Dans le cadre d'une société, ce contrat s'appellera donc un acte juridique et les personnes s'appelleront des associés.
Dans le cas d'une association, le contrat s'appellera une convention et les personnes s'appelleront des membres, il en faudra minimum 2 d'ailleurs, et dans le cas d'une fondation, ce sera pour le contrat également comme pour la société un acte juridique, mais les personnes au contrat seront appelées fondateurs. Voilà, maintenant qu'on a un petit peu le vocabulaire et les 3 types euh, d'entreprises principales, on va pouvoir regarder un petit peu dans le détail quelles formes juridiques appartiennent à chacune de ces catégories. Alors, on aura d'abord les sociétés sur la gauche, hein, en partant de la société simple pour arriver à des formes un petit peu plus complexes. Rentrons dans le détail avec cette première caractéristique de la société, des sociétés en général, c'est qu'elles permettent la distribution d'un avantage patrimonial, c'est-à-dire qu'elles permettent aux propriétaires de l'entreprise de recevoir ce qu'on appelle un dividende, qui est finalement une récompense, une rétribution pour la participation financière qu'ils ont eue dans cette société. Donc ça c'est possible avec les sociétés. Rentrons un petit peu dans le détail et commençons par des sociétés un petit peu moins connues. Société simple, c'est sa plus simple expression, on verra que ça c'est facile parce que c'est rapidement créé mais que ça comporte pas mal de désavantages. La société en nom collectif qui est finalement un rassemblement de personnes pures et simples sans beaucoup d'avantages mais de nouveau relativement simple d'un point de vue administratif. La société en commandite qui a comme particularité de pouvoir avoir différents types d'associés et notamment des associés qui vont avoir une responsabilité illimitée tandis que certains associés auront une responsabilité limitée. Donc ça c'est assez important pour pouvoir se dire ben voilà, il y a des gens qui prennent des risques, mais qui peuvent être soutenus financièrement par d'autres qui en prendraient moins. Je viendrai un petit peu rajouter sur cette notion de responsabilité limitée dans les slides qui suivent. Et puis, on a les 3 grands classiques. La responsabilité à excusez-moi, la société à responsabilité limitée, SRL, anciennement SPRL pour les plus anciens qui se rappellent de ça, hein, donc ça a changé de nom avec ce dernier code des sociétés. Qui est un petit peu la forme divulgairement familiale des sociétés. La société coopérative qui a été largement amendée dans cette dernière version du Code des sociétés et qui permet finalement de se mettre ensemble, comme le nom l'indique, hein, de coopérer autour d'une société. Et puis la société anonyme, la version la plus voilà, commune de grandes sociétés, on va dire ça comme ça. Voilà, je ne rentrerai pas trop dans le détail des sociétés européennes, coopératives européennes ou du groupement européen d'intérêt économique parce que ça n'a pas de spécificité très importante pour nous, c'est juste que juridiquement elles sont mises plus à un niveau européen qu'à un niveau national. Bien. Maintenant qu'on a fait un tour rapide des sociétés, passons aux associations dont finalement la caractéristique comme les fondations, c'est d'être à but désintéressé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de distribuer un avantage patrimonial, hein, c'est pour ça qu'on dit sans but lucratif, hein, association sans but lucratif, hein, et les fondations privées, c'est le même principe, sauf que il faut pas être un certain nombre de membres pour faire une fondation, hein. On pourrait faire une fondation tout seul, tandis qu'une association, c'est bien plusieurs personnes qui doivent se mettre ensemble. Voilà, la plus simple expression de, de ces associations, ce serait l'association de fait qui aura qui est très facile à créer, mais qui sera un petit peu plus compliqué d'un point de vue responsabilité.
Voilà. euh, Si vous voulez plus de détails, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont à dire certainement si on veut créer l'une de ces entreprises, ben, on devra un petit peu mettre plus les mains dans le cambouis et aller voir avec votre notaire, ça peut être une solution, d'aller un petit peu voir ce qui se passe dans ce code des sociétés et quels sont les tenants et les aboutissants. Bien, succinctement, deux choses sont déterminées par le contrat. La première, c'est est-ce que vous allez créer une individualité comptable et juridique distincte des personnes qui sont partie prenante au contrat. Et ça, c'est important parce que c'est une des conditions pour pouvoir prendre un peu des risques sans finalement risquer votre argent personnel, en tout cas la part de de votre argent personnel que vous n'avez pas désiré mettre dans cette entreprise. Et la deuxième chose qui va être déterminée, comme on a pu le voir avant, c'est s'il est possible ou non de distribuer des avantages patrimoniaux. Alors, euh, c'est quelque chose d'important, cette distribution d'avantages patrimoniaux, notamment parce que ils vont vous permettre de distribuer un dividende avec 30% de précompte par rapport à plus ou moins un 50% de taxation. Donc, le précompte, c'est une des formes des taxations des entreprises, par rapport à plus ou moins à la grosse louche 50% de votre rémunération en tant qu'employé, par exemple. Et ça va aussi déterminer la possibilité de rétribuer finalement vos actionnaires, je devrais dire les propriétaires de l'entreprise. Voilà. Hein, par rapport à voilà, prêter de l'argent contre rétribution. Bon, alors, regardons un petit peu comment sont répartis les différents types de sociétés en fonction de ces deux contraintes. Nous allons, nous avons donc la société simple et l'association de fait qui ne créent carrément pas de personne morale. Ça veut dire que si vous vous mettez ensemble sous ces deux formes, eh ben, il n'y a pas création d'une entité juridique distincte des personnes qui se sont mis ensemble. Voilà. Donc, on voit bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va poser un problème parce que une des conditions avantageuses de créer une entreprise, ça va être bien sûr de se protéger du risque de faillite. Et donc ça, ce sera carrément pas possible en cas de société simple et d'association de fait. Ça offre quand même certains avantages, c'est que c'est très très facilement créé. Voilà. Euh, Bon, passons du côté droite de cette matrice où vous avez finalement l'ensemble des entreprises qu'on a pu voir ci-avant et vous aurez au-dessus celles qui permettent l'avantage patrimonial, c'est-à-dire les sociétés, et en dessous celles qui sont à but désintéressé, les associations et les fondations. Donc ça nous permet de voir déjà que ben, vu que ici notre objectif participatif est de partager les revenus de l'activité, ben, on va plutôt s'orienter vers les sociétés qui sont en haut à droite de cette matrice. Euh, Pas que ce soit impossible de se rémunérer à travers une ASBL, mais à ce moment-là, vous serez soumis hein, au statut d'employé par rapport à l'ASBL, que vous en soyez membre ou pas, et même chose au niveau des fondations, c'est-à-dire que vous êtes simplement salarié de la personne morale qui sera créée, et ça c'est tout à fait honorable, je veux dire, hein, mais soumis à 50% de taxes. Bien, en moyenne. Voilà, alors un peu plus de détails au niveau des sociétés en non collectif et des sociétés en commandite
pour les commandités, ok, hein, c'est que les associés dans le cas de la société en nom collectif et les commanditaires dans le cas de la société en commandite, c'est-à-dire la catégorie d'associés qui euh, sont en responsabilité limitée, puisqu'il y en a une partie qui ne sont pas en responsabilité limitée, mais pour tous ces gens-là, attention, danger, si jamais votre société fait faillite, eh ben on pourrait venir dans votre poche, hein, et dire, ben voilà, vous avez fait faillite, vous n'êtes pas en responsabilité limitée, donc il va falloir solidairement payer les dettes de cette euh, entreprise. Et donc, solidairement, ça veut dire que ils vont chercher là où ils trouvent l'argent, hein, sans distinction de personnes. Bien, donc voilà, j'en parlerai pas trop donc de ces deux structures parce que moi j'estime que quand on fait une association, une entreprise, on a quand même envie de se protéger vis-à-vis de la faillite de cette entreprise. Il est certain qu'en montant une organisation, vous prenez un risque et donc ce risque, il faut en protéger votre famille, vos enfants et vos proches de manière générale. Bien, donc, en responsabilité limitée, il nous reste quoi? Il nous reste la société à responsabilité limitée SRL et la société anonyme, la coopérative. On en parlera dans le slide d'après. Alors, au niveau de la SRL, les parts sont en principe nominatives, ça veut dire que vous décrivez qui possède ces parts, et elles sont souvent, mais pas toujours, dans les mains du gestionnaire. C'est-à-dire que la SCRL, c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent une société de type familial, eh ben, c'est des gens qui se connaissent bien, qui se disent on veut travailler ensemble, amener chacun une partie des parts et pouvoir être rétribué pour notre travail collectif. Voilà. Alors bien sûr, il est possible de céder ses parts, mais suivant les statuts, vous devrez donner priorité à vos associés et éventuellement, si vous voulez les céder ailleurs, il y a aussi souvent des clauses comme quoi votre associé doit être d'accord avec le nouveau repreneur. Le but est de pas, voilà, de pas s'associer avec n'importe qui, que les personnes avec lesquelles vous êtes associé, ça compte beaucoup. Donc c'est très utilisé, la SARL, mais on comprend que ça va être peu adaptatif. Ça veut dire que si jamais vous vous disputez avec les membres, j'allais dire de votre famille, mais avec vos associés, avec qui vous vous entendiez à la base relativement bien, ben, ça peut créer des complications et un petit peu des grincements de porte pour que les gens sortent et rentrent de cette structure. Voilà, deuxième possibilité, la société anonyme, et comme son nom l'indique anonyme, eh ben, il y a une distinction complète entre l'entreprise et ses actionnaires. Ça ne veut pas vraiment dire qu'on est anonyme, on l'a été à une certaine époque, mais ça veut dire que voilà, on peut, on va dire comme ça, anonymement sortir et rentrer de cette société. Donc, ces titres de propriété, ces actions, elles sont facilement revendables et il n'y a pas réellement de limitation dans les statuts quant à votre choix pour la revente ou le rachat de ces actions, puisque il y a, les personnes qui gèrent ne sont par définition pas les mêmes que les personnes qui euh, détiennent cette entreprise. Enfin, c'est pas tout à fait imperméable comme notion, mais on peut réellement faire une distinction complète. Et donc, il y a, même si c'est les mêmes personnes, elles ont une casquette différente dans les différents rôles. Voilà. Euh, alors, cette structure va aussi pouvoir facilement faire appel à des nouveaux capitaux extérieurs si jamais hein, vous avez un besoin de liquidité dans votre entreprise et que vous voudriez demander à d'autres personnes de venir faire un apport supplémentaire, bah, ça pose pas de problème.
Et vous pouvez même aller jusqu'à mettre cette entreprise en bourse, comme on dit, c'est-à-dire finalement avoir une liquidité absolue, avoir un marché qui gérerait la propriété de votre entreprise. Voilà, ça nécessite quand même un capital minimum de quelques milliers d'euros, mais en principe, comme c'est pour des grosses structures, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et il faut dire, il y a une gestion administrative qui est forcément plus lourde. Bon, on peut dire que par cette distinction entre le gestionnaire et enfin le ou les gestionnaires et les propriétaires, c'est par définition une entreprise qui est assez capitaliste et qui est peu participative. Voilà. Dernier type de société qu'on verra un peu plus en détail, la société coopérative qui nécessite au minimum 3 associés fondateurs et puis après on va pouvoir facilement faire rentrer et sortir des personnes de cette société coopérative de manière assez euh, euh, fluide. Voilà, hein. Donc c'est probablement la société participative par excellence. Voilà. Euh, Vous pourrez aussi être agréé sous un certain nombre de conditions, comme la libre entrée pour de nouveaux associés, l'absence d'associés dominants ou l'absence de but spéculatif, hein. Et si jamais vous avez cet agrément, ben, ça vous offre toute une série d'avantages qui sont pas nécessairement voilà, quelque chose qu'il faut mettre en évidence, sauf si je les ai mis en flouté ici, enfin en gris, histoire que vous puissiez quand même y jeter un coup d'œil. Ce qui me paraît assez intéressant au niveau de l'agrément, c'est de pouvoir avoir la sécurité sociale des travailleurs pour les administrateurs. Donc ça permet vraiment d'avoir une flexibilité et si vous êtes agréé d'avoir finalement pour cet administrateur, ben, on voit que c'est pas le but n'est pas de faire de la spéculation et donc d'augmenter la valeur de ses parts de coopérateurs de manière excessive et donc il n'y a pas de raison que les gestionnaires de l'entreprise, les administrateurs ne puissent pas bénéficier de la sécurité sociale comme des employés puisque foncièrement ce sont quand même des sociétés dont le but est de d'avoir un apport aux différents coopérateurs, à la société finalement de manière générale. Bien, alors l'association sans but lucratif pour laquelle, par définition, le profit n'est pas un objectif. Ici, on est relativement libre quant à la rédaction des statuts, et donc ces statuts vont fixer les conditions auxquelles les différents associés, les tiers, hein, qui ont un lien avec l'association, peuvent être considérés comme des membres. Hein. J'aurais pas dû utiliser le terme associé, mais bien le terme membre adhérent de l'association. Voilà, hein. Donc on peut rentrer, on peut sortir aussi, comme pour les coopératives. Le but est clairement non lucratif et c'est ce statut ici qui sont relativement libres et qui vont déterminer finalement hein, les droits et les obligations des membres. On peut avoir aussi différentes catégories de membres, on est assez libre. Voilà. Voilà. Et sauf disposition du contrat d'association sans but lucratif contraire, chaque membre a un droit de vote égal, hein, donc proportionnel à son individualité à l'Assemblée générale. Voilà. Si vous voulez retrouver des informations à propos d'une entreprise quelconque, vous pouvez aller à la centrale des bilans via le lien que je vous ai proposé ici. Euh, L'idéal étant d'avoir le numéro d'entreprise, comme ça vous êtes sûr de tomber sur la bonne entreprise, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours essayer avec un mot du nom de l'entreprise, hein, et vous allez retrouver toutes les informations des statuts, donc du contrat de base de l'entreprise, mais aussi le bilan, les comptes de résultats, l'annexe, hein, donc c'est tous des documents qui finalement décrivent un petit peu si les choses se passent comptablement bien ou pas pour cette entreprise. Voilà.
Je ne pourrais pas clôturer cette partie sur le statut juridique des entreprises sans toucher un mot du travailleur indépendant. Donc le travailleur indépendant, c'est celui qui n'est pas employé d'une structure, mais qui ne forme pas forcément euh, par contrat une association avec d'autres personnes. Euh, Ça a l'avantage d'être relativement, hein, puisque en tout cas plus simple qu'une entreprise à gérer administrativement, et ça doit forcément être le fait d'une personne ici physique qui exerce une activité professionnelle en Belgique dans ce cas-ci, puisque c'est ce qu'on analyse. Alors, on a un arrêté royal du 27 juillet 1967 qui décrit un petit peu comment ça fonctionne pour le travailleur indépendant. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne doit pas être lié par un contrat de travail, employé ou ouvrier, ou un statut. Donc, c'est défini un petit peu par exclusion, ni employé, ni ouvrier, ni fonctionnaire. Il exécute son travail sans aucune relation de subordination, et ça je vous ai mis ici parce qu'il y a de temps en temps à intervalles réguliers des problèmes de entre guillemets faux indépendants, c'est-à-dire de structures qui engagent des indépendants qui sont finalement sous la subordination de cette structure, et donc il peut y avoir une requalification en employé ouvrier, éventuellement même en fonctionnaire théoriquement. Voilà. Et il est à noter que leur régime de sécurité sociale est spécifique, et il y a différents, évidemment, cas de figure, à titre principal, à titre complémentaire si en plus d'être indépendant, vous êtes employé, ouvrier ou fonctionnaire. Et vous pourriez aussi être un conjoint aidant un travailleur indépendant, ou même dans le cas d'une entreprise, où les activités que vous pourriez avoir après votre pension pourraient aussi tomber sous le statut de ce travailleur indépendant. Alors, gros désavantage, pas de responsabilité limitée. Donc on est dans les mêmes cas de figure qu'on a déjà vu. L'administration est simplifiée, voire très simplifiée en dessous d'un certain niveau de revenu. Donc, on va dire que globalement, ce statut de travailleur indépendant, c'est intéressant pour, entre guillemets, un petit indépendant. C'est-à-dire que dès que vos revenus vont grimper au-dessus d'un certain niveau, ça va être fiscalement plus coûteux que de se mettre en entreprise. Voilà, comme ça, on aura eu un petit tour d'horizon des différents statuts juridiques. Et en conclusion, eh bien, ce statut juridique va nous permettre de voir quel est le niveau et le type de participation dans l'entreprise, si jamais vous y travaillez, hein. Donc pour une société anonyme, on voit que ben, le profit va être distribué aux actionnaires, c'est-à-dire en principe pas aux employés, aux travailleurs, hein, ça n'empêche pas la distribution d'un bonus ou de choses, voilà, hein, donc qu'il y ait une définition dans l'entreprise d'une récompense pour les travailleurs qui auraient performé de manière exceptionnelle, ou voilà, hein, on a vu que ça pouvait être des indicateurs individuels, d'équipe ou d'entreprise qui pouvaient déterminer ces bonus. Mais voilà, par définition, cette entreprise est plutôt orientée vers un profit pour les actionnaires. On aura la SARL où le profit sera en général pour les gestionnaires propriétaires. Ce n'est pas totalement exclu d'être propriétaire non gestionnaire, mais c'est quand même principalement de cette manière que cette structure est utilisée. On aura les ASBL où il n'y a pas de profit possible, et les sociétés coopératives où ce ne sera pas réellement du profit, parce que malgré qu'on puisse faire un petit peu de profit, c'est pas le but premier de cette société coopérative. Le but premier, c'est d'amener de la valeur pour les coopérateurs, et éventuellement un petit profit si jamais il est dégagé.
Voilà, j'espère que ça aura clarifié certaines demandes que j'avais d'élèves de me dire ouais, il faut quand même faire un petit tour juridique de ce que c'est une entreprise pour qu'on puisse être au courant de ça. Et donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette demande efficacement. Donc nous, on va faire une petite pause. Vous avez quelques petites questions auxquelles vous pouvez répondre sur notre plateforme pour vous entraîner et voir que vous avez bien euh, euh, maîtriser la matière que je viens d'aborder. Et après ça, je vous rejoins pour la deuxième partie du cours, hein, qui sera sur la démarche et la philosophie qualité. À tout de suite.